Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information de la soirée. Voici les titres. La campagne électorale pour les législatives débutera donc ce soir à partir de minuit. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cher. Et à Taïwan, donc, le bilan des victimes du séisme s'alourdit. Merci à vous de nous rejoindre, mais avant de développer ces titres, donc sachez que dorénavant, à l'annonce donc de la campagne qui va débuter ce soir à minuit, la radio-télévision de Djibouti vous propose donc le bulletin d'information en deux parties. Une première partie où les informations générales donc du jour, le bulletin d'information vous sera proposé, et en seconde partie du journal, donc un journal spécial élections législatives. Et concernant donc les titres de cette édition, une réunion d'information et d'échange d'expériences entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite sur la gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires a eu lieu donc hier au Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion de réflexion a été conjointement dirigée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et son homologue saoudien, Dr Nabil Mohamed bin Mohamed Al-Amoudi. De nombreuses personnalités y ont pris part, notamment le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le président de l'autorité des ports et des zones franches, le directeur des affaires maritimes, des hauts fonctionnaires des ministères des transports des deux pays et des hauts responsables. Donc, et les participants ont suivi des exposés présentés par l'Agence nationale des promotions de l'investissement, l'ANPI, de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, ainsi que de la part du Fonds d'investissement public saoudien, tous liés donc à l'infrastructure portuaire des deux pays, frères et amis. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre saoudien de Transport a transmis les salutations du serviteur des deux lieux saints et prince héritier donc de l'Arabie Saoudite, gouvernement et peuple, en remerciant les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui leur a été réservée. Et à son tour, donc, le ministre de l'Équipement et des Transports djiboutien Mohamed Abdelkader Moussa a salué le soutien permanent donc, de l'Arabie Saoudite envers Djibouti depuis son indépendance en 1977, montrant ainsi que l'Arabie Saoudite est l'un des partenaires les plus importants pour le processus de développement économique et social de Djibouti. On l'écoute. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans votre second pays, monsieur le ministre. En effet, le Royaume d'Arabie Saoudite est un pays très proche de la République de Djibouti, de par la culture et la religion. Excellence, Monsieur le Ministre, permettez-moi aussi de rappeler que l'Arabie Saoudite a toujours soutenu la République de Djibouti. En effet, votre pays reste un partenaire privilégié, et ceci depuis notre ascension à l'indépendance. Accession à l'indépendance. Par ailleurs, depuis presque 10 ans, nous avons également renforcé nos relations stratégiques dans des domaines aussi variés que la sécurité militaire, la diplomatie et l'économie. Monsieur le ministre, c'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui de co-présider avec vous cette nouvelle occasion de développer davantage nos liens économiques afin que nos deux pays servent de pont entre le péninsule d'Arabie et le continent africain. C'est ainsi que la rencontre d'aujourd'hui pourra non seulement permettre à mon pays de renforcer des liaisons portuaires avec le Royaume d'Arabie Saoudite en général, et en particulier avec la région de Gizan, avec son port et sa zone économique spéciale, mais aussi la coopération dans le domaine aérien et notamment le vol aérien entre l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti par nos compagnies respectives. Excellence, Monsieur le Ministre, je reste convaincu que la position stratégique de la République de Djibouti, point d'entrée du marché du COMESA, estimé à plus de 400 millions de consommateurs, ainsi que d'autres atouts que je ne pourrai développer ici, ne pourront que renforcer davantage notre coopération économique. Sans souligner que tout ceci ne serait pas possible sans la vision du leadership de nos deux leaders. Et en l'occurrence, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et les serviteurs de deux lieux saints, le roi du Royaume d'Arabie Saoudite, Salman bin Abdelaziz Al Saoud, ainsi que son Excellence le prince héritier Mohammed bin Salman. Je vous remercie pour votre attention.
Et à l'issue de la réunion, un mémorandum d'entente a été signé entre Djibouti et l'Arabie Saoudite dans le domaine du transport aérien. L'accord a été paraphé entre le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et le ministre saoudien des transports, Dr Nabil bin Mohamed Al-Amoudi, en présence notamment du président de l'autorité des ports et des zones franches et du directeur général d'Air Djibouti, ainsi que du directeur des affaires maritimes Ali Mirah Chehem Daoud. Ont assisté également à l'occasion le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire général du ministère des Transports, les hauts fonctionnaires des ports et de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ainsi que de nombreux hommes d'affaires. En vertu de cet accord, des vols aériens entre Djibouti et l'Arabie Saoudite seront lancés, ce qui renforcera encore plus la coopération dans ce domaine entre les deux pays. Puis une visite guidée des infrastructures portuaires et ferroviaires de la capitale en l'honneur de la délégation saoudienne conduite par le ministre saoudien de Transport a eu lieu. Ils ont pu visiter successivement le terminal à conteneurs de Doralé, puis au Doralé Multipurpose Port, la nouvelle zone franche qui est en construction en PK23, ainsi que la gare centrale de Nagad. La visite guidée s'est effectuée en compagnie du ministre de l'équipement et des transports, du président de l'autorité des ports et des zones franches, entouré de ses principaux collaborateurs. La délégation conduite par le ministre saoudien des transports n'a pu apprécier la qualité des services proposés par les entités portuaires et ferroviaires de notre pays, tels que les déchargements et les chargements des marchandises, ainsi que les autres produits acheminés par les navires accostant au quai des ports. Les responsables du port et les techniciens qualifiés ont expliqué les différentes prestations proposées aux clients ainsi qu'aux sociétés étrangères ou de la place. Le docteur Nabil bin Mohamed Al-Amoudi a souligné durant cette visite que l'Arabie Saoudite porte une attention particulière à la République de Djibouti en insistant sur la volonté de son pays de consolider ses relations pour réaliser les aspirations des deux peuples. Enfin, le ministre saoudien des Transports a rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion des relations économiques et commerciales dans le domaine du transport et d'encourager les institutions et les compagnies maritimes du pays. Nous avons reçu ce matin une délégation saoudienne conduite par son Excellence Dr Nabil pour des raisons de travail. Nous avons tenu des réunions pour relancer les liaisons entre Djibouti et l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que depuis l'ascension de Djibouti à l'indépendance, l'Arabie Saoudite est un des partenaires privilégiés de Djibouti qui nous soutient dans tous les domaines, que ce soit militaire, commercial et autres. Donc voilà, nous avons signé aussi un accord bilatéral pour le service aérien entre les deux gouvernements, celle de Djibouti et l'Arabie Saoudite. Bientôt, Air Djibouti va commencer les opérations commerciales pour desservir et servir Djibouti-Jeddah pour faire des cargos ou bien pour le passager. Sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF s'est déroulée à Ali Sabi une cérémonie de distribution de la troisième tranche des fonds de cotisation de parrainage des biens WARF et de l'offre d'un camion pour le service des cimetières. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF, Moumin Hassan Barri, accompagné de son collègue de la communication, des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, se rendu dans la matinée d'hier à Ali Sabi pour la distribution de la troisième tranche des fonds de cotisation de parrainage des biens WARF pour l'année 2017 et de l'offre d'un camion de marque Dina pour le renforcement du service des cimetières. À leur arrivée dans la ville Assad Diouk, les deux membres du gouvernement ont été accueillis par le préfet et le président du conseil régional, des élus locaux, des chefs coutumiers, des éminents religieux, des femmes actives de la société civile, ainsi que par de nombreux Assad Diouk anonymes. Sur place, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan, avec la collaboration étroite de ses principaux collaborateurs, a procédé en présence de son collègue du gouvernement, Abdi Youssouf Sougué, à la cérémonie de distribution de la troisième tranche des fonds de parrainage de la direction du Diwan al-Zakat destinés aux personnes les plus démunies et aux enfants orphelins sans ressources, ainsi que l'offre d'un camion pour le cimetière. Avant l'intervention des officiels, un chef religieux et un chef coutumier
respectés donc se sont succédés au micro. Tous deux donc ont fortement approuvé les efforts du ministère des Affaires musulmanes pour le parrainage d'aides financières et autres donc des personnes âgées défavorisées et des enfants orphelins démunis. Et pour sa part, donc, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a remercié les responsables de la région et les Assadjoug pour leur accueil. Il a annoncé que la donation ou l'acquittement du devoir religieux annuel de la zakat doit être impérativement une habitude culturelle pour tous les citoyens aisés. Le soutien financier ou matériel des personnes les plus démunies doit être une obligation morale et religieuse à respecter scrupuleusement, a-t-il mis en exergue. Le ministre a fini son intervention en disant à son auditoire ne pas rester en dehors de la collecte des fonds de la Diwan Az-Zakat. Une semaine après le dialogue national, le premier bureau de l'ANEFIP, l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, a inauguré une nouvelle agence au CDC PK12, le premier d'une longue série. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, donc accompagné de son homologue du travail, Hassan Idriss Samrié, s'est déplacé ce matin à PK12. Les deux ministres ont été donc accueillis par une nuée de jeunes et une foule compacte en présence de la directrice du CDC. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des stratégies de promotion de l'emploi prônées par le président de la République qui a donné instruction de créer un bureau Pôle emploi au sein de centres de développement communautaire conformément aux souhaits émis par les jeunes lors du dialogue national président jeunesse du 1er février dernier. Les deux hautes personnalités et plusieurs responsables ont visité donc les locaux des différentes fonctions et les aires de jeu du CDC donc avant de mettre finalement les pieds dans la belle salle spacieuse dédiée à l'ANEFIP dans le cadre d'un projet pilote visant à promouvoir l'emploi dans cette zone. Du 1er février, du dialogue avec le président et la jeunesse, il a été question que les jeunes n'étaient pas informés des offres d'emploi, que l'accessibilité au niveau de l'emploi était vraiment difficile. En ce sens, il y avait eu une proposition qui est de mettre un bureau de l'ANEFIP dans les CDC. Ce projet a été mis en place aujourd'hui, une semaine après les doléances de la jeunesse. C'est un projet pilote. On va commencer par les CDC de BK12. Ainsi, toute information concernant sur l'emploi, la recherche d'emploi sera disponible dorénavant au CDC de BK12. Et selon le ministre du Travail, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a vivement contribué donc à la concrétisation de ces stratégies pilotes en faveur de l'emploi jeune dont le président de la République est le véritable instigateur. Enfin, il s'est dit confiant que cette stratégie portera ses fruits dans un avenir très proche. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, donc a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, une visite de travail. Le ministre a accueilli donc la délégation conduite par le diplomate français. Les discussions entre les deux hommes donc ont porté notamment sur la coopération entre donc l'ambassade de France de Djibouti et l'institution donc concernant l'énergie. Lors des questions et des discussions, le ministre a présenté les différents projets en cours de réalisation dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et par la suite, donc dans la foulée, le ministre de l'énergie a reçu la représentante du PNUD à Djibouti, Madame Barbara Manzi, pour une visite de travail également. Le ministre donc a accueilli chaleureusement la représentante et ses proches collaborateurs. Les discussions entre le ministre et la représentante du PNUD donc ont porté sur la coopération entre son département et l'institution onusienne pour le développement. Et lors des discussions, le ministre a présenté les différents projets également en cours de réalisation dans le domaine de l'énergie renouvelable. La représentante a pour sa part remercié le ministre pour l'accueil réservé à elle ainsi qu'à sa délégation. Pris part à cette entrevue le secrétaire général du ministère de l'énergie, Mohamed Ghile Waïs, ainsi que le conseiller du ministre. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, en présence donc des hauts responsables du département de l'éducation nationale, a présidé hier après-midi la cérémonie de clôture de la formation sur l'introduction de l'anglais dans les écoles primaires. Les travaux de formation sur l'introduction de l'anglais donc dans l'enseignement de base ont regroupé des enseignants de l'enseignement de base, des conseillers pédagogiques, des directeurs d'école et des inspecteurs concernés. Cet atelier de formation qui a démarré dimanche dernier a été dispensé par l'expert
internationale Chaynaz Djoussa de la société Jollyphonics et avait pour objectif l'introduction expérimentale de l'anglais dans l'enseignement de base pour la classe de 3e année. Pour rappel, ce projet pilote pour la classe de 3e année concernera dans sa première phase 13 écoles, dont 8 de la capitale et 5 des régions de l'intérieur. Notons toutefois qu'après évaluation de cette première mise en œuvre de ce vaste projet, il est donc prévu qu'il soit généralisé en 2020. Le secrétaire général s'est dit satisfait du sérieux et de la conscience professionnelle de tous les participants à ce vaste atelier de formation et a ainsi profité de l'occasion pour remercier l'expertise de la société Jollyphonics, en particulier Chaynaz Djoussa, et enfin la formation s'est clôturée par la remise des attestations aux différents participants. Santé à présent, la caravane médico-chirurgicale a bel et bien débuté ses activités de consultation à Arta, où une équipe composée d'une trentaine de médecins spécialistes sont à pied d'œuvre pour dispenser soins et assistance à la population d'Arta, et ce depuis mardi dernier. En effet, après les régions du Sud en novembre dernier et ceux du Nord en début de ce mois de janvier, c'est donc la région Benjamin d'Arta qui va clôturer cette deuxième édition de la caravane médicale lancée par le ministère de la Santé au profit des populations rurales des régions de l'intérieur. Ainsi, la caravane a donc posé son bivouac au sein de l'hôpital régional d'Arta, qui abritera ses activités de consultation, de soins spécialisés ou d'opérations chirurgicales jusqu'au 15 février prochain. Rappelons à ce titre que cette caravane est diligentée par le département de la Santé en partenariat avec le secrétariat d'État aux affaires sociales et la CNSS. Et à cette occasion, le lancement officiel de cette deuxième édition, le préfet de la région d'Arta s'est rendu donc sur les lieux pour s'enquérir de visu du bon déroulement des activités en procédant à une visite de courtoisie en compagnie du directeur des régions sanitaires et du responsable de l'hôpital régional. Et parmi les spécialités proposées par la caravane, on compte notamment la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie ou encore la dermatologie. De plus, d'autres prestations de prévention comme le dépistage du cancer du col de l'utérus sont également disponibles au service de la gente féminine. À la suite de cette visite guidée, le préfet d'Arta a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des membres de cette caravane pour leur sacrifice sur l'autel donc de l'amélioration de la santé et du bien-être de la population d'Arta, qui bénéficie de cette stratégie de la proximité et de facilitation d'accès aux prestations spécialisées de qualité. Et le directeur des régions sanitaires, donc Ahmed Saïd, et le responsable de l'hôpital régional d'Arta, docteur donc Ahmed Abdou Djamar, ont tous deux salué le partenariat efficace entre le ministère de la Santé et la CNSS en mettant en exergue les grandes lignes et les objectifs de cette émission de la caravane médico-chirurgicale qui constitue un des piliers essentiels de la politique sanitaire de notre pays. Nous les écoutons. Aujourd'hui, nous avons commencé la caravane qui a débuté aujourd'hui même jusqu'au 15. Nous sommes très heureux d'accueillir cet événement au sein de notre hôpital. Nous sommes en collaboration avec le ministère de la Santé et nous qui sommes la CNSS. Aujourd'hui, la journée s'est avérée fructueuse et ça s'est très bien passé. J'espère que les patients vont bénéficier de soins de différentes spécialités. Toutes les spécialités présentes dans la capitale ont été affectées ici. Donc j'espère que nous aurons... C'est tout donc pour ce bulletin d'information de la journée, mais restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le journal spécial élections législatives. A tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre donc pour ce journal spécial élection H-2 avant le coup d'envoi de la campagne électorale comptant pour les législatives 2018. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cher, a fait une déclaration ce jeudi en fin de matinée. Il a exhorté les différentes formations en lice dans ces élections de veiller au respect des règles de conduite et de faire preuve d'un sérieux et d'un fair-play exemplaire. Je vous propose de l'écouter. La campagne électorale pour les élections législatives du 23 février 2018 va débuter ce soir à partir de minuit. Et elle prendra fin le 21 février à minuit.
je tiens à féliciter d'abord tous les candidats qui se présentent pour cette échéance électorale. Toutefois, je tiens à rappeler à toutes et à tous le respect des valeurs républicaines est primordial. J'exhorte tous les candidats à respecter les autres, à s'abstenir de paroles diffamatoires ou de nature à nuire à autrui. Il est aussi impératif d'éviter les propos qui sont de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, à la cohésion sociale ou qui peuvent inciter à la haine, qu'elle soit tribale ou communautaire, et qui peuvent laisser des séquelles post-électorales. Je vous demande donc de faire preuve de civisme, de discipline et surtout de sagesse. Nous voulons une campagne électorale pacifique, empreinte de tolérance, d'esprit de convivialité, de fraternité et de respect de l'adversaire. Bonne chance à toutes et à tous. Et conformément au règlement en vigueur, la campagne électorale pour les législatives 2018 débutera donc dès les premières heures du vendredi 9 février, soit ce soir à partir de minuit. À cet effet, le ministre de l'Intérieur donc vient de faire une déclaration et le dispositif pour assurer les supervisions de ces élections législatives dans les bureaux de vote ont été mis en place. Et par ailleurs, donc une réunion d'information a eu lieu ce matin au siège du Conseil national de la communication, la CNC, au sujet de la répartition des temps d'antenne et aux couvertures médiatique des partis en lice. Cette rencontre a réuni autour d'une même table les têtes de liste et directeurs des campagnes des différentes listes qui concourent à ces élections législatives. Le directeur général de la radiodiffusion télévision de Djibouti, Abdelkader Ahmed Idriss, et la présidente de la Commission nationale de la communication, Ouloufa Ismail Abdo, ont bien évidemment pris part à cette rencontre, ainsi que les autres membres de la CNC. L'objectif étant donc d'informer les têtes de liste et directeurs des campagnes des partis sur les prérogatives de l'organe qu'est la CNC, chargé à veiller sur l'équité et l'égalité des temps d'antenne à toutes les parties, un temps qui devra être respecté scrupuleusement et que la radiodiffusion télévision de Djibouti prendra en compte lors de ces élections législatives. De la radio-télévision de Djibouti et entre les partis, les présidents des partis et groupements de partis politiques, il a été arrêté la programmation suivante. Le crédit du temps alloué aux partis et listes en compétition sera diffusé sur la chaîne de leur choix durant les heures de grande écoute, à savoir après le journal. Les événements de la campagne seront couverts pour une durée de 4 minutes, insérés dans les journaux, radio, télévision et dans toutes les langues diffusées. La CNC autorise que 1 minute 30 soit allouée à chaque candidat pour se présenter aux électeurs de tous les partis en lice et qui sera diffusée après chaque journal. Ces programmations respectent un ordre de passage qui est établi par devant la CNC en présence des candidats et qui est le suivant. Arta, Ali Sabié, Dikil, Tadjoura et Obok, et enfin Djibouti-Ville. L'ordre de passage où il y aurait 2 listes qui concourent. Donc, pour Ali Sabié, l'ordre de passage par parti serait en première position l'UMP, en deuxième position CDU. L'ordre de passage par parti de la région de Tadjoura. L'UMP serait en première position et l'ARD en deuxième position. Enfin, pour Djibouti-Ville, les 2 listes qui concourent, en première position l'UMP, en deuxième position l'UDJ. Au final, je demande donc à tous les présidents des partis politiques, que je remercie pour leur présence, de nous faire confiance et qu'ils ont également, s'ils se sentent lésés, une voie de recours auprès de la CNC qui leur est ouverte à tout moment.
Et ensuite, les différents partis prenants conviés à la réunion donc ont débattu sur ce qui peut être revu dans les règles de la CNC. Des échanges fructueux et des critiques ont été émis par les différents responsables des partis politiques qui concourent à ces élections législatives, à savoir l'UMP représentée par son président Abdelkader Kamil, la présidente de l'UDJ, donc Ilaya Ismail Guedi Hared, qui représente le groupement UDJ-PDD, et Kassim Ahmeddini de l'ARD. Tous ont émis donc à la fin des discussions le vœu d'une élection où personne ne doit être écarté des médias publics. Les studios sont disponibles, tout doit être fait là-bas, que ce soit les enregistrements, les montages et tout. Donc les listes de l'extérieur n'auront plus besoin donc de venir à Djibouti pour les enregistrements de leurs partisans. Il n'y a que uniquement les listes de Djibouti-Ville, UMP, UDJ et PDD qui seront donc mises à la disposition des studios pour les enregistrements. L'autre élément très important, c'est que l'accès à l'RTD est très difficile. Donc c'est pour ça que dès aujourd'hui, vous nous transmettiez donc les photos et les personnes donc avec qui on doit collaborer pour qu'ils puissent avoir un accès donc facile, parce que la campagne elle démarre demain. Et si aujourd'hui nous ne prenons pas ces dispositions, nous ne voulons pas avoir de problèmes demain aussi donc avec les partis. Autant maintenant donc que chacun donc se mette à disposition pour que nous puissions travailler dans les bonnes conditions. L'autre fait nouveau encore dans cette histoire, c'est l'organisation donc des débats entre têtes de liste. Nous avons proposé 3 débats. Un débat entre la liste ARD, UMP et Tajora. Un deuxième débat entre la liste CDU, UMP, ALCB. Et le dernier débat, donc, c'est UMP et UDJ, PDD, de Djibouti-Ville. Donc, c'est des propositions que nous mettons sur table. Et voilà, donc, et comme le temps presse, chacun doit dès maintenant donc s'engager sur ça aussi. Parce que nous avons besoin aujourd'hui, plus tard donc en fin de matinée, pour pouvoir signer donc ensemble la charte qui va définir. Et à la fin de cette réunion, les têtes de liste et directeurs de campagne ont approuvé donc via une signature les textes de loi et le minutage de l'antenne. Ainsi, le président de l'UMP, Abdelkader Kamil Mohamed, la présidente de l'UDJ, Ilaya Ismail Guedi, qui représente le groupement UDJ-PDD, et Kassim Ahmeddini de l'ARD, ainsi que Mohamed Ahmed Youssouf du CDU, se sont exprimés tour à tour donc au micro de notre confrère Ali Abdillahi. Nous sommes disposés à assumer notre responsabilité. Et d'ailleurs, il faut savoir, c'est l'UMP qui est aux affaires. Il doit défendre son bilan devant la population djiboutienne. Je souhaite que tout le monde participe au débat d'une manière démocratique, en se respectant mutuellement. Il y a eu un débat fructueux, un débat assez tendu au début. Mais à la fin, nous nous sommes mis d'accord et nous avons donc approuvé ce que nous proposait la Commission nationale de la communication. Et ils ont privilégié l'équité dans toutes les régions. C'est vrai que c'était un peu plus tendu pour l'équité au niveau des sièges, mais nous nous sommes mis d'accord avec la mise en place de 1 minute 30 pour chaque candidat. Les partis politiques légalisés se présentent aux élections législatives. C'est une grande avancée. C'est une grande avancée qu'il y ait la Commission nationale de la communication. C'est une grande avancée qu'il y ait un débat au sein de la RTD. Et nous approuvons ceci et nous sommes là justement pour que cette démocratie avance de plus en plus. La campagne ne commence que demain, donc je n'aborderai pas les questions politiques pour le moment. Tout ce que je tiens à dire à présent, c'est que nous remercions tous les membres de la Commission nationale de la communication pour la clarté de l'exposé et la sincérité dans les débats. Nous espérons que les compétences et le dévouement des membres de la Commission nationale de la communication ne seront pas vains, et nous appelons de nos voeux la pérennité de cette institution pour veiller à la répartition du temps de parole. شرعيا المنطقة رسيحني إن تسوحي متقنا تصل دون إن شاء الله إنه قف والبؤوه قال سنة متقنا شرعية
waxyaabahaasina waa waxyaabaha maanta inagu soo beeray dadkuna mataqaana ay u foojignaadaan oo la iska dhaafo haddii tool waxyaabaha mataqaana indhala'aanta lagu sameynayo sharciga loo hoggaansanaado waxaana leeyahay waa arrin aad u firtay waddankana horumar ku soo beertay waa arrin aad u wanaagsan waxaan odhan karaa 2016 haddii la eego waxaa qabanqaabisay doodahaas mataqaana hay'ad dibadda ka timiday maanta waxaa leeyahay waa nasiib wanaag dalkeena haddii laga organiseeyay oo laga sameeyay waxaan leeyahay deebaagaasi way fiican tahay waana mataqaana guul soo yeetay dalka. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous. Donc, bonsoir Fardous. Alors Fardous, en Syrie, réunion donc aujourd'hui du Conseil de sécurité concernant une trêve humanitaire. Tout à fait. Donc, le Conseil de sécurité se réunit ce matin donc à huis clos pour discuter d'une trêve humanitaire d'un mois réclamée par les représentants d'agences de l'ONU basées à Damas. Cette réunion a été demandée par la Suède et le Koweït alors que des dizaines de civils ont encore donc péri hier sous des bombes de l'armée de l'air syrienne et russe qui frappent sans relâche depuis 3 jours l'enclave rebelle de la Ghouta orientale près de Damas en Syrie. Plus de 13 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre, dont plus de 6 millions de déplacés dans le pays. Le conflit qui déchire la Syrie depuis 2011 a fait plus de 340 000 morts, embrasant plusieurs fronts et impliquant acteurs locaux et étrangers, mais aussi des groupes djihadistes. Merci Fardous pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Donc merci à vous de nous avoir suivis et excellent week-end sur Télé Djibouti.